Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire dorénavant annuel. Tous les ans, on fait un décryptage des lois de finances. Il est un peu tardif, motion de censure oblige, mais nous sommes au rendez-vous. Donc nous allons passer 1h30 de décryptage, d'explication sur les dispositions concernant le logement et les dispositions prévues en loi de finances pour 2025. Et je suis entouré de grands experts, avocats associés. Donc, je vais faire un petit tour de table en commençant par ma gauche, donc Christophe Frionnet, avocat associé CMS. Bonjour Didier, bonjour à tous. Bonjour. Céline, bonjour. Donc bonjour. Céline Clocher-Dubois, avocat associé aussi, CMS, bonjour. Encore et toujours. Cathy Goaran-Moraglia, bonjour. Avocat associé, je ne me trompe pas. Nathan Kegler, avocat, bonjour. Et Mathieu Fermine, avocat également. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Premier sujet, donc vous l'avez à votre écran, je pense. Enfin, nous allons d'abord évoquer les questions du PTZ, ensuite les donations avec Christophe, un point d'étape sur les régimes de réduction d'impôts, ce sera Nathan. Puis les modifications du régime des locations meublées, Mathieu. Nathan. C'est un petit peu tout le monde. Un peu tout le monde. En fait, si c'est la bonne nouvelle, si c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt moi. Ouais. Voilà. Ah oui, ok. Bon. Les autres nouvelles, je laisse mes amis me conférer. Ensuite, on verra la taxe d'aménagement, GMBI, etc., etc. Donc voilà un peu le programme, et je pense que le programme doit s'afficher sur votre écran. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Premier sujet, le PTZ, donc les évolutions du financement des acquéreurs. Je vais faire une petite présentation. Les évolutions sont assez simples à comprendre, donc je pense que je vais être rapide. Vous savez que le PTZ et les conditions d'octroi du PTZ varient tous les ans, puisque la loi de finances 2024, le PTZ avait été restreint au logement collectif et également sur les zones tendues. Donc le gouvernement, cette année, est revenu sur ces dispositions. Donc on a un PTZ qui est étendu à la maison individuelle. Donc que ce soit la maison individuelle ou le collectif, on peut bénéficier du PTZ. Et le PTZ est maintenant étendu sur l'ensemble du territoire national, toutes zones confondues, donc A bis, A, B1 et B2 et C. Donc les questions existentielles que nous avions l'année dernière sur est-ce que je suis collectif ou pas collectif avec des appartements en maison isolés ou superposés, c'est le sujet est réglé, absolument. Mais je reviendrai sur la définition, parce que c'est toujours assez intéressant. J'aime beaucoup la définition du logement collectif, donc je n'aurai pas au plaisir de redonner cette définition. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Quand je dis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ça veut dire qu'aujourd'hui, un logement collectif peut d'ores et déjà bénéficier, s'il est en zone tendue, du PTZ. Rien ne change. Et l'entrée en vigueur concernera la maison individuelle et les nouvelles zones à partir du 1er avril 2025. Et la date de fin ne change pas, puisque ce sera au 31/12/2027. Le décret, j'ai échangé hier encore avec le cabinet logement. Donc le décret est en cours de concertation interne en réunion interministérielle. L'objectif de publication avant le 1er avril 2025 est toujours confirmé. Les banques sont d'ores et déjà informées, c'est-à-dire qu'elles ont eu ce projet de décret, ce qui peut leur permettre de mettre à jour leur logiciel pour pouvoir traiter les demandes dès le 1er avril. On sait d'expérience qu'il y a toujours un petit retard à l'allumage pour certaines banques, le temps de former leurs responsables de clientèle, le temps de faire des tests informatiques, c'est parfois pas toujours évident. Donc il peut y avoir un petit retard à l'allumage, mais dans les textes, en tout cas, normalement, on peut délivrer du PTZ maison individuelle et collectif, toute zone à partir du 1er avril 2025. Autre changement, puisque on étend, comme je vous disais, le PTZ aux maisons individuelles, c'est que les quotités de prêt restent inchangées pour le collectif, sur la présentation, donc les quotités, en fonction des tranches. Moi j'ai toujours trouvé le PTZ excessivement complexe, donc la définition des tranches, il faut être très très vigilant, puisque vous divisez le référentiel, le revenu de référence par un coefficient suivant la composition de la famille. Ensuite, en fonction du montant que vous obtenez, vous êtes dans une ou autre tranche. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tranche 1, c'est les revenus les plus modestes, et la tranche 4, les revenus les plus élevés. Et en fonction de la tranche, la quantité, c'est-à-dire le pourcentage qui s'applique sur le coût de l'opération, varie de 50% pour la tranche 1, donc les plus modestes, à 20% pour la dernière tranche, c'est-à-dire les revenus les plus élevés dans le dispositif. Sur le logement collectif, donc voilà, je reviens sur cette fameuse définition avec un petit schéma. Donc au sens du PTZ, un logement collectif, c'est un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de 2 logements partiellement ou totalement superposés. Donc
Vous avez l'immeuble classique sur la gauche, où vous avez 3 appartements les uns sur les autres. Ensuite, partiellement superposés, donc ça peut être effectivement des petites maisons de ville, mais un petit peu imbriquées les unes dans les autres. Donc là, on est aussi sur du logement collectif. Par contre, la maison en bande, c'est considéré comme maintenant du logement individuel, ça n'était pas du logement collectif. Donc la maison en bande, qui n'était pas éligible au PTZ et qui n'est toujours pas éligible au PTZ jusqu'au 1er avril 2025, le deviendra. Et comme vous l'aviez rappelé, c'était une définition qui était différente de celle que nous avions pour le Pinel. Absolument. Notamment oui. sur le troisième petit dessin, oui. Celui qui a la Croix-Rouge. Pour le Pinel, ça pouvait éventuellement fonctionner à partir du moment où j'avais bien au moins plus de 2 unités avec des fondations communes, une structure commune. Tout à fait. Bah, faisons simple, donc ils ont des définitions différentes par produit. Il n'y a pas de raison. Le PTZ, le PL, etc. Donc je pense qu'on va continuer dans ce délire. Je vais vous expliquer un petit peu le mécanisme des quantités. Donc quantité plus faible pour le logement individuel. Il y a un décalage de 20% entre le collectif et l'individuel. Parce que la tranche 1, dans le collectif, on était à 50% de quotité. Pour l'individuel, on est à 30%. Et donc, on dégrade à chaque fois de 20%. Donc, on est à 30% catégorie 1, 20% catégorie 2 et 3, et la dernière catégorie, 10%. Petite précision, mais vous le savez tous, en fonction des catégories, on a également des durées d'amortissement ou des différés d'amortissement différentes, de 15 ans, de 10 ans, de 2 ans, enfin ça dépend effectivement de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Rien ne change puisque on pouvait déjà bénéficier de PTZ dans la maison individuelle quand on était dans l'accession sociale, c'est-à-dire à la fois le BRS, le dispositif de location-accession, le PSLA, et puis dans les périmètres de QPV et alentour, la bande des 300 mètres si je ne me trompe pas, mais vous pouvez me corriger éventuellement. Donc là maintenant on continue sur le social et l'accession sociale, c'est toute zone et tout type de logement collectif, individuel, tout type de logement, collectif ou individuel. Voilà pour le PTZ, je pense avoir tout présenté un petit peu les évolutions. On passe maintenant à l'évolution de la fiscalité immobilière. Et je me tourne donc vers Christophe, c'est bien ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc, pour une bonne nouvelle. C'est des bonnes nouvelles, donc c'est Christophe. Pour une bonne nouvelle, dans la série Retour vers le futur, ça vous rappellera peut-être un dispositif qui avait eu cours pendant les années 90, 93, 94, qui avait la même finalité que celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire écouler un maximum de stock, avec un dispositif provisoire pour créer un choc d'offres, comme on aime le dire. Et la mesure prévoit une exonération de droits de donation d'un montant assez significatif, vous allez voir, à partir du moment où le donataire va réinvestir la totalité des fonds qu'il a reçus dans l'achat d'un bien neuf. Donc neuf, ça veut dire qu'il n'a pas déjà été occupé, utilisé à quelque usage que ce soit, ou bien d'un bien en VFA. Ça fonctionnera également si il effectue des travaux de rénovation importants dans le cadre de sa résidence principale. Alors on va détailler le dispositif. Alors en termes de champ d'application, on est dans un cadre familial, exclusivement familial, c'est-à-dire que sont concernés les donataires qui sont soit enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à 3 générations. À défaut de descendance, pourront bénéficier les neveux et les nièces, mais à un seul niveau, à un seul degré de descendance. Et vous aurez une exonération qui va correspondre, qui peut aller jusqu'à 300 000 € par donataire. Donc pour un même donataire, on peut bénéficier jusqu'à 300 000 € sans payer de droits de donation. Je rappelle que les droits de donation indirects, c'est 40%. Donc on est quand même sur une mesure assez significative. Le plafond par donateur est de 100 000 €. Donc 100 000 € pour un père qui va donner à sa fille. On pourra rajouter 100 000 € par donateur dans le même cercle familial. Et pour un même donataire, on n'ira pas au-delà de 300 000 €. Cette mesure s'ajoute à la mesure d'exonération que vous connaissez déjà, qui existe, c'est-à-dire qui permet tous les 15 ans, en ligne directe, à des parents de donner 100 000 € à chacun de leurs enfants. Et donc, même si ce dispositif a déjà été utilisé,
vous aurez la possibilité également de bénéficier de ce dispositif particulier. Donc la mesure n'est que temporaire, hein, comme je l'ai indiqué, c'est-à-dire que elle fonctionne depuis l'entrée en vigueur du texte de loi, c'est-à-dire le 15 février 2025, et vous avez jusqu'au 31 décembre 2026 pour en bénéficier. Je fais une petite parenthèse sur cette durée limitée. Je reprécise, petit satisfecit, notamment à l'attention de mon président, enfin notre président, le président de l'AFPI, puisque c'est une mesure qui pousse depuis plusieurs années. Et l'idée était effectivement de créer un petit peu un choc, d'où cette limitation dans le temps. On était prêt même à aller sur une seule année, si bien sûr on avait eu une loi de finances en fin d'année, donc sur une année complète de janvier à décembre. Là, le gouvernement a voulu aller un petit peu plus loin, c'est très bien. Mais l'idée, c'était vraiment de concentrer, de faire en sorte de prise de conscience de nos concitoyens en se disant c'est le moment ou jamais, donc j'y vais. Puisqu'on était aussi un petit peu au fond du trou en termes de production de logements. Donc c'était vraiment l'idée de donner un coup de boost. Oui, on avait poussé cette mesure déjà en 2023, à l'été 2023, avant la loi de finances pour 2024. On avait déjà proposé ce dispositif, mais effectivement, la durée était un petit peu plus courte. Et puis, de mémoire, je crois qu'on n'était même pas allé jusqu'à 300 000 euros par donataire. Ouais, donc, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Donc évidemment, pour vous, promoteurs, n'hésitez pas à vendre ce dispositif, en tout cas à le vendre, à le pousser dans la commercialisation. Alors, surtout qu'il n'y a pas de conditions en termes de situation, et il n'y a pas de conditions particulières sur le logement. Le seul point, c'est qu'il faut que ce soit affecté la résidence principale du donataire, ou bien que le donataire lui-même s'engage à le donner en location à titre de résidence principale à son locataire. La mesure l'obligera à maintenir cette affectation pendant 5 ans, 5 ans minimum. Dans l'hypothèse où c'est une mise en location, nous n'avons pas, pour ce dispositif, les conditions habituelles qu'on rencontre dans tous les dispositifs de défiscalisation depuis quelque temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond, de loyer, il n'y a pas de plafond de ressources du locataire, donc c'est extrêmement ouvert. Alors évidemment, pas de plafond, il faut quand même se conformer à la réglementation juridique habituelle, en termes de renouvellement de baux, de fixation des loyers, mais il n'y a pas de conditions spécifiques fiscales sur la location. Voilà, le seul point, c'est que ça doit être une résidence principale, soit pour le donataire, soit pour le locataire du donataire. Sont également concernés les financements de travaux, notamment travaux de rénovation, qui sont engagés dans le bien. Alors, en revanche, si on est sur un financement de travaux de rénovation, on ne pourra pas donner en location. Donc là, ce sera exclusivement réservé à l'habitation principale du donataire. Évidemment, si une des conditions n'est pas respectée, l'exonération est remise en cause, mais ça semble logique. Lorsque un bail est mis en place, on l'a précisé dans nos slides, pas de possibilité que ce soit membre du même foyer fiscal du donataire. Foyer fiscal, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un membre de sa famille. La petite précision. Pour le moment, on a un certain nombre d'incompatibilités qui sont listées, c'est-à-dire que si par exemple les dépenses qui sont financées ont donné lieu à un crédit d'impôt ou à une déduction particulière, vous ne pourrez pas bénéficier de la donation, enfin, de l'exonération de donation. Il faudra choisir. En principe, le dispositif de donation devrait être suffisamment optimisant pour qu'il prime sur le reste. Et s'agissant, dernière petite précision, s'agissant des dépenses de rénovation, c'est le même champ d'application que MaPrimeRénov'. Donc ce sera, si on veut savoir quel type de travaux est concerné, on regarde le dispositif MaPrimeRénov', mais ça ne veut pas dire que je peux cumuler MaPrimeRénov' et ma donation. Après, évidemment, on va attendre un certain nombre de précisions de la part de l'administration fiscale, puisque le dispositif sera certainement commenté dans le cadre d'un bulletin officiel des impôts, dans lequel on pourrait éventuellement retrouver les mêmes précisions que celles que nous avions en 1994 lors du premier dispositif. Je passe la parole à Nathan. Juste
Je profite du passage de parole pour apporter quelques compléments plutôt de contexte ou de messages à faire passer. Je voulais faire passer plusieurs messages. Le premier, c'est que n'hésitez pas, surtout pas, à en parler à tous vos parties prenantes dans l'acte de construire, à savoir vos clients. Ça peut toujours être intéressant quand vous avez un client, notamment des jeunes, de dire mais est-ce que vos parents ne pourraient pas penser à une donation? C'est 100 000 euros, mais c'est jusqu'à 100 000 euros. Ça peut être 10 000, 20 000, 30 000. Hein. C'est pas une obligation. C'est pas tout ou rien. C'est pas tout ou rien déjà. Donc parfois on se dit que les gens ne sont pas concernés, mais ils peuvent l'être quand même. Donc évoquez ce sujet avec vos clients, bien sûr avec vos partenaires bancaires, les établissements bancaires, que eux aussi fassent de la publicité auprès de leurs clients, et bien évidemment les notaires qui sont les premiers à informer en fait leurs clients aussi, et faire en sorte que les notaires décrochent leur téléphone et appellent leurs clients. Je pense que c'est important. Ça, c'est la première information. La deuxième information, on va se nourrir un petit peu de toutes les questions qui auront été posées. On va vous répondre, bien évidemment, mais il y a peut-être certaines questions qui restent, qui demandent des précisions. Donc, de toutes ces informations, ou toutes ces questions que l'on pourrait récupérer lors de ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous contacter pour nous poser toutes les questions possibles sur ce sujet. Et sur d'autres, bien évidemment, mais sur ce sujet, puisque nous, à travers de canaux, on fera remonter notamment vers le cabinet logement, puisque le cabinet logement envisage aussi de faire une communication un peu grand public sur ce dispositif. C'est toujours un peu long, donc on nous dit une communication d'ici l'été, donc vous voyez, on a encore un peu de temps, mais on va faire remonter les choses, parce que le gouvernement, donc une communication et une foire aux questions, donc il y aura pas mal de réponses aussi, et puis vers l'administration fiscale, puisqu'un BOFIP sera aussi est en préparation, et donc de traiter un petit peu tous les cas pour avoir les réponses qui vont bien dans le BOFIP, c'est essentiel. Voilà les deux messages ou informations que je voulais vous passer. Et donc, j'ai pris la parole, donc la redonne à Nathan. Merci. Donc on va faire simplement un petit point sur les dispositifs encore en vigueur qui ont été prorogés ou non. Alors le fait marquant de cette fin d'année 2024, c'est la fin du dispositif Pinel, un dispositif qu'on connaissait bien. Alors on a cru qu'on allait pouvoir obtenir une mini-prorogation, parce qu'il avait été évoqué une sortie en sifflet suite à l'adoption d'un amendement par le Sénat, mais qui finalement n'a pas été retenu par le gouvernement au sein du texte qui a été présenté par la voie du 49.3. Très rapidement, on avait prévu que si un contribuable avait signé un contrat de réservation avant la fin de l'année 2024 et qui réitérait cet acte avant le 31 mars 2025 devant notaire, il aurait pu encore bénéficier du dispositif Pinel. Finalement, ça n'a pas été retenu et on se retrouve donc avec la fin de ce dispositif à compter du 31 décembre 2024. Donc on n'en parle plus. Par contre, il faut retenir qu'on a le dispositif de Normandie qui est peu ou prou l'équivalent du dispositif Pinel avec des conditions similaires, mais pour les logements à rénover, qui est toujours applicable et qui s'appliquera jusqu'aux investissements réalisés et les achats réalisés jusqu'au 31 décembre 2027. Et puis un nouveau dispositif dont on va peut-être un petit peu plus parler à compter de l'année 2025, c'est le dispositif Loc Avantage, qui est un dispositif qui permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt, sous réserve toujours de prendre un engagement de location pendant une durée minimale de 6 ans, avec des conditions de ressources et de revenus comme on en a l'habitude de voir. Et surtout, la condition la plus importante, c'est la signature et la mise en location du bien immobilier dans le cadre d'une convention signée avec l'Agence nationale de l'habitat. Donc jusqu'à présent, on avait prévu que ce dispositif puisse s'appliquer pour les contribuables qui feraient une demande de conventionnement qui serait enregistrée jusqu'au 31 décembre 2025. Aujourd'hui, on a une prorogation par l'article 88 de la loi de finances de ce dispositif jusqu'aux conventions qui seront enregistrées jusqu'au 31 décembre 2027. Donc on a 2 ans de rats pour ce dispositif-là, dont comme je le disais, donc on va peut-être un petit peu plus entendre parler, puisque le dispositif Pinel est aujourd'hui derrière nous. Et je peux tout à fait cumuler le dispositif d'exonération de droits de donation avec Loc Avantage, par exemple. Il n'y a pas d'incompatibilité dans les textes. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus sur cette loi de finances à ce niveau-là. Petite information en passant qui vaut ce qu'elle vaut. Encore une fois, le cabinet logement m'a posé la question en me disant est-ce que si on supprimait le conventionnement ANA, le dispositif fonctionnerait mieux ou pas?
Voilà. Je pense que le gouvernement continue à travailler sur le sujet, a envie, j'ai envie de dire que l'année 2024, c'était plutôt sur le sujet de l'accession, d'où la mesure sur les donations. Effectivement, je pense que 2025, le gouvernement va s'atteler plutôt sur les sujets locatifs et donc refaire venir ou accompagner les particuliers dans l'acte d'acheter un logement pour le mettre en location. Donc, je pense qu'ils réfléchissent à pas mal de dispositifs ou les alléger pour permettre de faciliter cette pratique. Aujourd'hui, ce sont des conditions préventives, c'est-à-dire que voilà, on est contraint de passer ce type de convention. Alors je ne sais pas en pratique combien de temps ça prend, est-ce que c'est lourd ou pas, ça évidemment je l'ignore. Bon, le point c'est qu'on passerait d'un dispositif presque d'autorisation préalable à un dispositif où il y aura un contrôle a posteriori. Voilà, ça c'est vrai que c'est du point de vue de l'administration fiscale, est-ce que c'est aussi sécurisant qu'un dispositif préventif? Ce sera là la question qui se posera. Ouais. On a tout vu, effectivement. Alors, il y aura peut-être d'autres lois de finances dans l'année. Ouais. Voilà. On n'est pas à l'abri d'autres mesures. Voilà. Sait-on jamais. La location meublée, donc Christophe et Nathan. Oui, alors nous avions. Alors ça, c'est un peu un serpent de mer depuis maintenant 2 ans. Il y a eu beaucoup de déclarations, notamment sur le régime des locations meublées, des lois meublées, comme quoi ce serait un dispositif très optimisant, où ça va permettre de cumuler une récupération de TVA, ça permet de déduire des amortissements. Et puis, il y avait, on va dire, dans cette boîte à outils d'optimisation, le régime de la cession du bien, puisque même si un loueur en meublé est considéré comme réalisant une activité commerciale, lorsqu'il n'était pas dans le champ de la location meublée professionnelle, donc quand il n'est pas considéré comme un professionnel, il restait taxé comme un particulier en cas de cession d'un bien provenant de son patrimoine. Donc c'est-à-dire c'est le dispositif des plus-values immobilières des particuliers, celui que vous connaissez bien, c'est-à-dire qui vous permet au bout de 22 ans d'être exonéré d'impôt sur le revenu, au bout de 30 ans d'être totalement exonéré, et la possibilité d'être en location meublée permet d'abord de déduire des amortissements pendant toute la durée de la location, et le jour de la cession, de ne pas avoir à prendre en considération ces amortissements pour calculer la plus-value. Dans le cadre d'une comptabilité commerciale que vous connaissez tous, dans le cadre de votre activité, vous savez que lorsque vous vendez un bien, votre plus-value fiscale ne correspond pas à la différence entre votre prix d'achat et votre prix de revente. On prend en considération la notion de valeur nette comptable. Quelle est la valeur nette comptable du bien? C'est la différence entre son prix d'achat et le montant des amortissements qui ont été déduits depuis son acquisition. Donc pour un loueur en meublé, même s'il avait pratiqué cet amortissement pour réduire ses revenus locatifs imposables pendant toute la durée de la location, le jour où il vend le bien, il avait la possibilité de calculer une plus-value brute, sans considération des amortissements qui avaient été déduits, contrairement à ce qui se passe pour un loueur meublé professionnel, et contrairement à ce qui se passe dans toute activité commerciale. Donc c'est ce régime-là particulier auquel le législateur vient de mettre fin. Alors ça ne veut pas dire que les loueurs en meublé non professionnels basculent dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux classiques en cas de cession. Non, non, non. La plus-value, elle reste quand même soumise au régime des plus-values des particuliers. Plus-value immobilière des particuliers. D'accord. Mais dans l'hypothèse où ce n'est pas un bien détenu depuis plus de 30 ans ou 22 ans, il y a quand même une plus-value imposable. Eh bien, pour calculer cette plus-value, on prendra en considération les amortissements qui ont été déduits. Alors, cette mesure entre en vigueur dès la promulgation de la loi de finances, donc c'est-à-dire depuis 15 février. 15 février, et peu importe que le bien ait été acquis préalablement. Peu importe que l'activité de loueur en meublé non professionnel ait été réalisée antérieurement. Voilà, c'est toute cession, toute plus-value de cession immobilière qui intervient à compter de cette date devra respecter ce calcul. Alors, j'ai dit que j'avais des bonnes nouvelles quand même, c'est important. Donc, tous les dispositifs ne sont pas concernés pour les loueurs en meublé non professionnels. On a notamment mis en dehors du champ d'application de cette mesure tous les biens détenus dans le cadre de résidences paramédicales, résidences type EHPAD, retraite, les résidences étudiantes. Voilà. Bon, en revanche,
Le secteur qui est le plus touché, c'est celui des résidences de tourisme. Là, pour le coup, j'ai pas d'exception particulière. Exception qui était prévue au départ, mais qui a finalement été retirée. Encore une bonne nouvelle. Bonne répartition des rôles. Voilà pour cette mesure. Le LLI. Alors le LLI, je passe la parole à Mathieu. Merci. Et à Nathan, en duo. Ouais. Donc le LLI, c'est un dispositif qui suscite donc beaucoup d'intérêt en ce moment pour les promoteurs. C'est un dispositif pour le coup, qui n'est pas lié à la loi de finances pour 2025, puisqu'on parle de dispositions qui ont été modifiées dans le cadre de la loi de finances en 2024. Cela dit, les textes d'application sont parus en cours d'année 2024. Il y a un certain nombre de dispositions réglementaires d'arrêtés qui ont paru, et donc en fait, il commence maintenant à être pleinement opérationnel sur l'ensemble de ces aspects, puisqu'on attendait notamment des dispositions sur les niveaux de ressources, sur les niveaux des loyers plutôt, et les de travaux, tout ça. Donc, dans sa configuration actuelle, il a été modifié en 2021, puis il a été modifié en 2024. Je précise parce que les commentaires du BOFIP, en revanche, ne sont même pas à jour de la loi de finances pour 2021. Donc, ça sert à rien d'aller chercher dans le BOFIP. Et c'est peut-être d'ailleurs la source de beaucoup de questions qu'on a qui viennent en ce moment, et l'agrément et ça, c'est vrai que le BOFIP, il est encore écrit avec un certain nombre de précisions qui, pour le coup, ont disparu depuis 4 ans. Donc on va s'attarder un tout petit peu sur les conditions du LLI. On ne fera pas le panorama complet, bien entendu, peut-être en insistant sur ce qui a évolué et ce qui rend le dispositif plus attractif en ce moment, et ce qui explique effectivement il y a l'intérêt pour les locations. Alors de quoi on parle dans le logement locatif intermédiaire, hein, ce sont des logements destinés, cédés à des investisseurs pour être donnés en location à usage de résidence principale à des personnes sous conditions de ressources, mais bien, comme c'est intermédiaire, c'est plus élevé que le logement social. Et en fait, ça correspond aux ressources applicables dans le dispositif Pinel. Par rapport à ce qui a changé, d'abord, c'est un dispositif qui est destiné à tout type d'investisseurs. Alors que précédemment, il y avait des investisseurs institutionnels, c'était limité. Et donc, en fait, tout type de personne morale, qui peut acquérir des logements en LLI pour bénéficier du taux réduit sur l'acquisition du logement, du taux de 10%. Il y a eu aussi un élargissement des zones dans lesquelles était situé le logement. Alors ça, la loi de finances en elle-même, en 2024, a élargi un certain nombre de zones un peu spécifiques sur lesquelles on ne reviendra pas, mais qui sont dans la slide. Mais par ailleurs, surtout, ce qui s'est passé, c'est que le LLI, il est calé sur les zones tendues dans le Pinel, donc la B1 et au-delà B1A. Et donc eux-mêmes qui ont évolué, puisqu'il y a eu récemment 2 arrêtés. Il y en a un en octobre 2023 et puis il y en a eu un ensuite en juillet 2024. Donc la condition dans les textes de localisation s'apprécie à la date du dépôt du permis de construire. Donc en fonction de la date à laquelle le permis de construire est déposé, il faut regarder quelle était la configuration de l'arrêté pour savoir si la ville permet l'éligibilité au LLI ou pas. Il y a par ailleurs, alors c'était dans la loi de finances 2024, une mesure un peu de tuilage pour permettre de faire bénéficier à des opérations pour lesquelles le permis avait été déposé avant, alors là c'était avant octobre 2023, néanmoins du taux réduit, et pour cela la condition c'était qu'il fallait que les travaux soient lancés avant la fin de l'année 2024. Alors la curiosité, c'est que du coup, comme c'était dans la loi de finances pour 2024, donc avant la nouvelle modification du périmètre du LLI qui est intervenue l'année dernière en juillet, ça concerne bien l'arrêté d'octobre 2023. Les conditions, du coup, je suis moins certain pour les conditions par rapport à la nouvelle modification qui est intervenue en juillet 2024. La manière dont je le lis, c'est qu'on pourrait néanmoins considérer qu'un permis de construire qui a été déposé avant octobre 2023, mais pour une ville qui est passée en zone B1 en juillet 2024, on pourrait néanmoins y bénéficier. La curiosité, c'était que ça serait que si le permis était déposé entre octobre 2023 et juillet 2024, on n'est pas couvert par aucune disposition et donc on pourrait pas. Donc on peut penser qu'il y a peut-être alors c'est peut-être moi qui me trompe,
mal lu, parce que j'avoue que je l'ai repris là récemment, mais qu'il y a effectivement comment dire, le dispositif a été un peu, il y a eu une malpensée ou il y a eu quelque chose qui avait eu un trou dans la raquette, quoi. Par ailleurs, donc ça c'était par rapport aux conditions de localisation, on a un troisième point qui a été étendu sur des opérations, sur le type de construction bénéficiant du LLI, donc traditionnellement donc c'est de la construction neuve. Construction neuve et pas travaux de rénovation qui rendent à neuf un immeuble, sauf si ces travaux de rénovation ils s'inscrivaient dans le cadre d'une transformation en logement. Mais dans la loi de finances de 2024 s'ajoutent les travaux d'acquisition-amélioration, donc pour le coup des travaux de rénovation qui conduisent à rénover, à remettre un immeuble à rénover, donc qui bénéficieraient du LLI. Et cela, effectivement, ce type d'opération bénéficie également du LLI. Par rapport aux travaux de rénovation classiques, on a une dimension composante d'efficacité énergétique en fait, et donc ce dispositif-là, désormais, effectivement, l'année dernière, précisément les conditions qui fixaient les critères de performance des logements notamment, sont désormais connus dans le Code général des impôts, voilà, dans l'annexe. Dernier point sur lequel le dispositif LLI concerne de nouveaux types de logements, on parle des résidences-services. Alors ça, c'est une nouveauté de la loi de finances pour 2024. Habituellement, le LLI, ça concerne effectivement les locations nues meublées simples et s'ajoutent des résidences-services. Donc, on parle de résidence mentionnée à l'article L631-13 du Code de la construction et de l'habitation. Et pour celle-ci, on attendait avec impatience les décrets fixant les plafonds de loyer et aussi les plafonds des services associés à ces résidences qui sont parus, qui ont été publiés en décembre 2024. Donc là aussi, c'est pareil, on va pouvoir commencer sur ce type de produits. Je précise qu'il y a une dernière condition dans le LLI qui est la condition de mixité, c'est-à-dire qu'il faut que l'immeuble soit situé dans un QPV, soit situé dans une ville où il y a plus de 25% de logements sociaux, soit situé dans un ensemble immobilier qui lui-même comporte plus de 25% de logements sociaux, et que cette condition de mixité, précisément, ne s'applique pas dans le cadre des résidences services. Ça s'applique pour les autres, mais pas pour les résidences-services. Donc voilà, rapidement, à grands traits, la nouvelle configuration du LLI qui résulte, on va dire, des modifications en 2021 et en 2024. Maintenant... opérationnel avec les nouveaux textes qui sont parus l'année dernière. Petite précision, il y a un jeu de piste dans le Code général des impôts, puisque l'article 87 bis, qui vous donne les plafonds de loyer et de services, est après l'article 88. Donc c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait logique. Tout à fait logique. Donc voilà. Ok. Bien. La petite précision de notre côté, pourquoi le LLI est aussi un dispositif aussi avantageux, c'est aussi parce qu'il permet d'avoir un avantage aussi en matière d'impôt sur les sociétés. Alors, encore une fois, c'est pas nouveau. C'est l'article 220 ZZTS qui prévoit cette créance d'IS. Auparavant, on parlait d'exonération. Aujourd'hui, on parle de créance d'impôt sur les sociétés. Donc, c'est une créance qui est accordée aux sociétés, aux personnes morales qui respectent les conditions que Mathieu vient de rappeler pour bénéficier du taux réduit de TVA et du coup qui sont propriétaires d'un logement qui respecte ces conditions. Et ça leur permet de bénéficier pendant une durée maximale de 20 ans d'une créance d'IS qui serait égale à la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables. Donc la petite subtilité, c'est qu'on parle de créance d'impôt sur les sociétés. Donc c'est une créance qui sera imputable sur l'impôt sur les sociétés pour les sociétés soumises à cet impôt-là. Par contre, comme on le dit aujourd'hui, on sait que le LLI, les personnes morales qui ne sont pas soumises à l'IS peuvent aussi bénéficier du dispositif LLI. Et dans ce cas-là, on a une disposition spécifique qui nous dit que la créance est immédiatement remboursable pour les personnes morales qui sont exonérées d'IS ou qui n'en sont pas redevables. Donc, double avantage fiscal pour les personnes morales qui bénéficient du LLI, taux réduit de TVA, mais aussi, et on n'y pense pas forcément, à une créance d'IS à hauteur de la taxe foncière pendant une durée maximale de 20 ans.
à savoir que si on ne respecte plus les conditions au bout de 15 ans, on ne bénéficiera plus de cette exonération, mais elle ne sera pas remise en cause sur les années précédentes. Sachant que la taxe foncière qu'on économise par le biais de ce remboursement qui prend la forme d'un crédit d'impôt, du coup, n'est pas déductible des bases de calcul de l'impôt. On ne pourra pas cumuler à la fois la déductibilité de la taxe foncière avec le dispositif de crédit d'impôt me remboursant la taxe foncière. En fait, comme je suis remboursé de la taxe foncière, quelque part, je vais pas, si jamais je la déduisais de mes résultats, voilà. Ouais, Après, c'est pas interdit de faire quelque chose d'optimisant, hein, voilà, mais il faudrait qu'il soit prévu par le texte, et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On fait payer ses impôts locaux par l'État dans cette... Oui, c'est vrai. Oui. C'était pour revenir au dispositif, hein, le changement, la bascule de l'exOTF versus crédit d'impôt, et apporter en fait sur le problème du financement en fait de la compensation de l'État aux collectivités territoriales, de l'exonération de ces dispositifs. Comme l'enveloppe n'était pas renouvelée, ne s'accroissait pas, on avait bloqué toutes les autorisations d'urbanisme pour ce dispositif. Et donc pour qu'on rétablisse l'équilibre, on a basculé d'une exonération de TF à un remboursement via l'impôt sur les sociétés. D'accord. Et même si je suis une société qui ne paye pas l'impôt sur les sociétés. Voilà, oui, c'est beau quand même. Ouais. Et juste une petite dernière précision, lorsqu'on a des dispositifs spécifiques d'exonération temporaire de taxes foncières, par exemple pour les constructions nouvelles, cette période de 20 ans va être réduite, par exemple des 2 ans au cours desquels on aura une exonération temporaire qui est prévue par un autre dispositif. Oui, exactement. On ne peut pas cumuler, Tout à fait. on ne peut pas doubler le remboursement de l'impôt. Très bien. C'est tout pour moi. Donc on passe à la fiscalité locale et l'aménagement. Oui, on a sélectionné certains dispositifs, donc propre au logement. Il y a un régime d'exonération de taxes sur les bureaux locaux commerciaux, stockage en Ile-de-France et dans 3 départements de la région PACA, qui a été instauré. Et un assujettissement, par contre. Donc d'un côté, on nous exonère d'une taxe, et de l'autre, on nous en crée une nouvelle, Exactement. avec la taxe d'aménagement, la taxe d'urbanisme, sur les travaux de transformation. On abordera aussi un autre sujet sur les notions d'achèvement et des obligations déclaratives GMBI. D'accord. En tandem avec Céline. Donc, exonération de TSB des travaux de transformation. En fait, donc, il existe cette taxe annuelle sur les locaux de bureau, commerce, locaux de stockage, s'appliquant en Ile-de-France. Celle-là, tout le monde la connaît. Il y a aussi les stationnements qui sont couverts avec une taxe, la taxe annuelle sur le service de stationnement en Ile-de-France qui existe. Elle a été déployée dans 3 départements de la région PACA, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes depuis au moins 2-3 ans. Elle est souvent omise et méconnue, mais elle existe aussi dans ces 3 départements-là. Et donc, le dispositif est un dispositif qui se veut incitatif. C'est-à-dire que lorsqu'effectivement on a des locaux qui sont vacants au 1er janvier, normalement le changement, l'exonération de taxe annuelle sur les bureaux, commerce ou stockage ne s'applique qu'au terme de la réalisation des travaux. Pendant la phase travaux, si on partait d'un immeuble qui était déjà construit de bureaux, en fait, on était resté redevable de la taxe bureau pendant toute la phase travaux. Donc là, pour inciter cette transformation et le besoin en logement, est prévu un dispositif qui prévoit que lorsque les logements sont vacants au 1er janvier, les locaux, bureaux, commerce, stockage, qui font l'objet d'un engagement de transformation en logement, et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l'année civile précédente, vont bénéficier de l'exonération. Cette application est subordonnée à la condition que le redevable s'engage à transformer les locaux pour une durée de 4 ans, à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Et l'engagement de transformation est réputé respecté lorsque à l'achèvement des travaux, ou de transformation ou de construction, il faut que ça intervienne avant l'expiration du délai de 4 ans. Là, on a une bizarrerie, puisqu'on a un dernier alinéa dans ce dispositif qui me renvoie à une date d'achèvement qui correspondrait à celle mentionnée à l'article L462.1 du Code de l'urbanisme. Alors là, c'était le pompon, on en a parlé avec Céline en début de semaine, puisque je vous rappelle que depuis la réforme de l'urbanisme, donc la bascule de la taxe d'aménagement, notamment dans le Code général des impôts, la notion d'achèvement a été strictement renvoyée à la notion d'achèvement en matière de taxe foncière, qui est la notion la plus stricte qui existe, puisqu'un achèvement est considéré comme une construction qui est close, hors d'air, hors d'eau, qui est raccordée au fluide, quand bien même il reste des aménagements intérieurs à réaliser. Donc c'est extrêmement sévère. Si vous restez placards à poser, c'est pas mon problème, votre construction est achevée. Et donc, toute la réforme des taxes d'urbanisme entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2022
a été recalé sur cette notion d'achèvement. Et mais non, là, il y a quelqu'un qui n'est pas au courant, qui repart encore sur une notion d'achèvement, qui est celle de l'urbanisme, et qui renvoie stricto sensus, en fait, à la fameuse DACT. DACT, il n'y a aucune contrainte pour la déposer. On peut la déposer 6 mois après, 10 mois après, 10 ans après, puisqu'il n'y a aucune sanction attachée au dépôt de la DACT. Donc c'est juste la déclaration de conformité au permis. Et donc là, du coup, on se retrouve à nouveau avec des notions d'achèvement qui sont complètement hétéroclites selon les dispositifs, même des dispositifs fiscaux dans le Code général des impôts. Donc là, dans le choc de simplification, nous ne sommes pas du tout. J'y pensais. Voilà. Donc ça, c'est le dispositif en matière de taxes annuelles, bureau, commerce, stockage. Je fais une petite parenthèse, pardon, là, encore une fois, j'ouvre un peu le capot. Ces dispositions, enfin, plutôt la disposition dont vous allez parler par la suite, était prévue dans une PPL d'Aubier qui était effectivement pour faciliter la transformation au départ de bureaux en logement et puis c'est devenu locaux d'activité en logement. Donc on avait été effectivement auditionné par le parlementaire en question, M. Daubier. On avait beaucoup insisté sur le fait que c'était un peu étonnant de créer une taxe d'aménagement pour la transformation de bureau en logement, c'est-à-dire renchérir le coût d'une opération, alors qu'on voulait aider, faciliter la transformation justement de bureaux en logement et permettre que la ville se refasse sur la ville et puis d'ouvrir des champs de production de logement différents. Donc, il y a cette taxe, ça ne va pas dans les mêmes poches aussi. Oui. Puisque la taxe annuelle sur les bureaux finance notamment en Ile-de-France le développement du transport, région PACA c'est aussi pour le développement du transport, alors que la taxe d'aménagement, monsieur le maire. C'est pour le maire. Donc là on est encore sur notre feuille territoriale. Voilà, exactement, des approches différentes. Le champ d'application territorial n'est pas du tout le même. Oui, en plus. La TA, ça va être sur l'ensemble du territoire national. Là on est sur un territoire restreint, l'Ile-de-France et les 3 départements de la région PACA. Alors, il existe un... Pardon, juste pour finir, donc, et c'est la raison pour laquelle... à force d'expliquer les choses, on n'a pas réussi à faire disparaître ces taxes d'aménagement, mais on a quand même obtenu le fait qu'on arrête de payer une taxe sur les bureaux pendant la période de travaux. C'était l'eau de consolation. Moindre consolation. C'était quand même un lot de consolation. Voilà. Alors, il y a quand même un dispositif qui existe, que j'ai rappelé aussi pour mémoire, qui n'est pas forcément très très connu, parce que depuis 2021, il existe une exonération de taxes foncières sur la propriété bâtie. Donc là, on est sur la TF, pendant 5 ans, suivant en cas de transformation, cette fois-ci, de bureaux en logement seulement. Alors que le dispositif que je viens d'évoquer vise transformation de locaux, quels qu'ils soient, en logement. Là, il y a une exonération de taxe foncière quand on transforme du bureau en logement, sous réserve que monsieur le maire ou le PCI ait délibéré en ce sens. Donc il y a quand même cette mesure incitative qui existe depuis 2021. Peu de communes ont délibéré. J'imagine. Enfin, il y en a quand même quelques-unes, mais tant mieux. Effectivement, c'est le caractère incitatif. Mais maintenant qu'on cumule l'exode de taxe foncière pendant 5 ans en Ile-de-France, et l'absence de paiement de la taxe bureau en Ile-de-France pendant la phase des travaux, peut-être avoir un caractère plus incitatif. Un peu plus incitatif, oui, tout à fait. Sous réserve que les maires prennent la délibération qui va bien. Il faut aller voir des élus. Donc il faut absolument. Et donc on arrive à la taxe d'aménagement, la fameuse, donc la contrepartie... ou alors plutôt l'exonération de TSB était la contrepartie de la taxation, la nouvelle taxation en matière donc de taxe d'urbanisme et de taxe d'aménagement. Alors, petit rappel juste un peu pour recentrer le débat. La taxe d'aménagement, initialement, elle a vocation à taxer la création de surface. Vous êtes en démolition, reconstruction, construction neuve, agrandissement, surélévation, vous créez de la surface dite taxable. Vous êtes assujetti à la taxe d'aménagement. Le changement de destination, à l'exception d'un cas, qui était le changement de destination des exploitations agricoles, n'était absolument pas dans le champ de la taxe d'aménagement. Et donc, cette introduction, donc, on va revenir exactement sur son champ d'application, donc, est complètement nouvelle et va contrebalancer le régime qu'on a toujours connu, donc depuis 2012, de la taxe d'aménagement. Donc on ne raisonne plus en termes de création de surface d'un immeuble ou d'une extension d'un immeuble, par exemple. Donc ce changement de destination, alors changement de destination, c'est par renvoi à la notion d'urbanisme, code de l'urbanisme. Qu'est-ce qu'un changement de destination? Vous avez plusieurs des destinations qui existent dans ce code de l'urbanisme. Et donc, quand vous passez d'une destination à une autre destination, vous êtes soumis à une déclaration préalable ou un permis de construire en fonction de la consistance des travaux qui vont accompagner ce changement de destination. Lorsque ce que dit le texte, c'est que les opérations qui vont être soumises à la taxe d'aménagement, ce sont les opérations qui sont soumises soit à déclaration préalable,
soit à permis de construire, et qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l'habitation en locaux d'habitation. Donc, ce n'est pas simplement le passage de bureaux en habitation, c'est tout. Alors, on pense à ça naturellement parce qu'on est dans un contexte où on encourage énormément la réhabilitation des immeubles, le changement de destination avec les bureaux vacants, etc. Mais ça peut concerner également les entrepôts. On peut imaginer des surfaces commerciales, on peut imaginer tout. En fait, dès lors qu'on passe de quelque chose qui ne relevait pas de la destination au sens urbanisme, de la destination habitation, et qu'on veut transformer en surface d'habitation, on va être assujetti à cette taxe d'aménagement, sachant qu'on ne raisonne pas en surface de plancher, on va raisonner en surface dite taxable, qui est plus large. Puisque donc c'est la surface calculée à partir du nu intérieur d'un immeuble, des déductions faites, des vides, des trémies. Donc c'est beaucoup plus large que la surface de plancher qu'on renseigne dans notre CERFA de demande de permis de construire aux déclarations préalables. L'habitation, c'est pas que le logement, c'est le logement et l'hébergement. Attention, c'est pas uniquement ma résidence principale, ma résidence secondaire, donc c'est aussi potentiellement les résidences étudiantes, donc c'est beaucoup plus large. Donc la destination habitation comprend deux sous-destinations, logement et hébergement. Est-ce qu'il y a un caractère de permanence dans ta destination d'hébergement? C'est celle que tu vas déclarer dans ta demande d'autorisation d'urbanisme. Donc, dès lors que tu vas remplir ton CERFA de demande de permis ou de déclaration préalable, tu vas remplir une colonne, quelle est ta destination initiale? Est-ce que tu es dans la destination habitation, oui, non, avant? Et est-ce que tu arrives dans la destination habitation après? Et ça va constituer ton fait générateur. Et donc, tout ce nouveau dispositif est applicable à l'ensemble des autorisations d'urbanisme, donc DP, déclaration préalable et permis de construire, qui sont délivrés depuis le 16 février 2025. Ça veut dire que pour tous les projets qui étaient en cours d'instruction et qui ont eu leur permis ou leur DP délivrés après le 16 février 2025, on est dans le champ. Donc ça n'applique pas uniquement aux demandes d'autorisation qui sont déposées depuis le 16 février. Donc si on fait tous nos budgets sur les projets. Quand on considérait jusqu'à présent que le changement de destination pour une opération de réhabilitation était assujetti à 0 € en taxe d'aménagement, donc aujourd'hui, on va avoir des mauvaises surprises avec les déclarations à effectuer et des taxations sur ce type de projet. Alors, après, donc, le régime, le principe, c'est la taxation. Après, donc, les textes ont aussi prévu des abattements et abattement de 50% sur la valeur de la taxe d'aménagement, premièrement, et des exonérations facultatives. Mais là, c'est comme en matière de taxe foncière, ce que tu disais, Cathy, c'est qu'il faut une délibération de collectivité locale. Donc, je rappelle, il y a 3 parts en matière de taxe d'aménagement: communale, intercommunale, départementale, régionale. Il faut que les collectivités locales délibèrent pour exonérer. Donc c'est facultatif, tout parti, parce que quand on fait une exonération facultative, c'est sur un pourcentage de surface qui sera exonéré, et donc à la seule initiative et le bon vouloir de la collectivité locale. Donc là aussi, il y a un lobbying à faire auprès des collectivités. Et il faut les 3 délibérations, les 3 strates. Si on veut une exonération totale. Totale, oui. Si on veut une exonération. On peut avoir une exonération de la région ou du département, mais pas de la commune. Il faut que chaque collectivité bénéficiaire délibère et renonce à la perception de sa cote. Et c'est facultatif parce que quand on est dans ce type de dispositif, en principe, si la collectivité bénéficiaire renonce à cette recette, elle en assume les conséquences. Quand elle est imposée, elle est compensée par l'État. Donc on a un abattement automatique de 50%. Oui. C'est ça. Et ensuite, on peut demander l'exonération partielle ou totale en fonction des collectivités qui veulent bien suivre. Qui doivent avoir délibéré l'année précédente. Oui. Alors attention, toutes les délibérations pratiquement doivent être prises avant le 1er octobre N pour s'appliquer en N+1. C'est un dispositif quasiment universel pour toutes les prises de délibération. Pour nous qui a changé. Avant, c'était plus tardif. Mais là, ils ont avancé la date. Non, ce qui est embêtant, c'est que ça touche des projets qui étaient déjà lancés. Et dont l'économie ou le business model ou plan va être un petit peu chahuté par l'instauration de la taxe d'aménagement. Et il ne sera pas compensé par l'exonération de taxe bureau si nous ne sommes pas en Île-de-France ou dans les 3 départements de la région PACA. Voilà, parce que c'est ça le problème. La TA est nationale. On a changé les règles du jeu on a changé les règles au milieu de la partie, alors que les programmes ont déjà été commercialisés, vendus, et que qui va assumer ce petit complément qui n'est pas neutre, qui est loin d'être si les clauses n'ont pas été prévues dans les contrats, puisque normalement elles ne l'ont peut-être pas été, puisque la taxe ne s'appliquait pas. Il y a un sujet aussi, c'est la règle européenne de minimis.
Oui, alors, bon, ça c'est encore autre chose. Ça va. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. A priori, Ouais. a priori donc le logement, en tout cas, ce nouveau régime ne sera pas inclus dans la règle des minimis. En tout cas, c'est pas l'esprit. Il n'y a pas eu d'ajout en fait dans le CGI par rapport à cette opération de changement de destination. Oui, d'accord. Ouais. Bon, très bien. C'est un autre sujet. Bon. GMBI Alors d'abord, notion d'achèvement. Alors, ou notion, pardon. On va changer ça. Oui, notion ça veut dire Que tu quoi as commencé à déflorer le sujet, mais qui est très important. GMBI, c'est Gérer mes biens immobiliers. Oui. C'est un nouveau dispositif qui est accessible sur le portail de chaque société et particulier et qu'il faut activer impérativement. Ça prend un petit peu de temps, donc j'incite les comptables des structures à bien activer cette option Gérer mes biens immobiliers et qui a la grande vertu de faire apparaître auprès du propriétaire l'intégralité de son patrimoine, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse de locaux commerciaux, industriels ou de locaux d'habitation. Je rappelle que GMBI a été lancé en 2023, principalement dans le cadre d'une obligation déclarative qui porte sur les propriétaires de locaux d'habitation, pour lesquels sont tenus d'indiquer l'occupant du logement au 1er janvier. La finalité de tout ça, elle est multiple. Dans un premier temps, elle était pour identifier les biens qui sont occupés par une personne physique et qui sont occupés au titre de sa résidence principale. L'idée derrière, c'était de l'exempter de la taxe d'habitation. Et si on était en résidence secondaire, la taxe d'habitation, voire la majoration, s'appliquait. Ça a permis aussi de faire la chasse aux locaux vacants et de se rendre compte pour l'administration fiscale d'appeler les taxes sur les logements vacants pour les propriétaires dont les logements sont situés dans certaines zones tendues en général, mais qui ont été élargies et qui permet en fait finalement d'imposer le propriétaire qui ne met pas son bien sur le marché à une quasi-taxe d'habitation pour le sanctionner de ne pas mettre son bien sur le marché. Donc ça, c'est la finalité primaire, on va dire, de GMBI sur le logement, les occupants, la TH. Derrière tout ça est en gestation aussi toute la mise à niveau et la mise à jour du parc d'habitation au niveau du cadastre, c'est-à-dire au niveau des impositions taxes foncières, taxes d'habitation. Et à terme, tout ça s'inscrit aussi dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation qui devait rentrer en vigueur en 2026, qui n'a que cesse d'être reportée, qui est repoussée aujourd'hui en 2028. Ça ressemble à la révision des locaux commerciaux qui est entrée en vigueur en 2017, où il y a eu tout un peignage du portefeuille des locaux commerciaux, avec des mises à jour, des corrections de surface, des affectations, pour ensuite arriver à une campagne déclarative nationale en 2013 pour pouvoir établir les grilles tarifaires pour les locaux commerciaux. On va arriver sur la même logique a priori pour les locaux d'habitation, sauf que ça met du temps à se mettre en place, avec effectivement un calage de valeur locative sur un prix locatif de marché qui sera arrêté à une certaine date, à l'instar des locaux commerciaux où ça a été affixé en 2013, puis c'est indexé aussi chaque année par les déclarations décloyées des redevables de CFE. D'accord. Donc c'est un vaste sujet tout ça. Et GMBI a aussi un autre à côté de cette remise à la du parc des locaux d'habitation, il y a aussi maintenant la dématérialisation de beaucoup de déclarations, que ce soit en matière d'urbanisme, pour les appels des taxes d'urbanisme, mais que ce soit aussi en matière de déclaration Et pas toutes. d'achèvement des constructions pour les besoins de la taxe foncière, et pour les besoins de l'élaboration de la valeur locative qui va servir d'assiette à la taxe foncière, à la taxe d'habitation quand on a un logement, ou à la CFE quand on n'est pas en logement. Et donc, les notions d'achèvement deviennent extrêmement centrales maintenant, et donc c'est un petit peu ma petite remarque tout à l'heure, puisqu'on nous renvoyait à une notion d'achèvement qui était la DACT, qui n'a pas de sens en matière de taxe foncière, puisque là maintenant, en matière de taxe d'aménagement, l'article 1635 quater G, puisqu'elle a glissé maintenant dans le Code général des impôts, et donc sous la compétence de la DGFiP, renvoie à la notion de taxe foncière d'achèvement, qui est prévue à l'article 1406, qui est une obligation légale pour tout propriétaire, suivant la construction nouvelle, suivant un changement d'affectation, de procéder au dépôt d'une déclaration pour informer l'administration du changement dans les 90 jours de l'achèvement. L'achèvement étant, au sens de la taxe foncière, le plus strictement entendu, confère la JP du Conseil d'État qui est relativement ancienne, c'est-à-dire lorsque l'immeuble est clos, hors d'air, hors d'eau, raccordé au fluide, quand bien même il resterait des aménagements intérieurs à réaliser, des aménagements en fait de confort intérieur à réaliser. Et donc la DACT, elle est bien loin
de cet Bien achèvement, postérieur. elle est bien postérieure, voire elle n'arrivera jamais puisqu'il n'y a pas de sanction. Donc c'est ça qui est un petit peu déroutant. Alors qu'on venait un peu de recadrer tout le monde sur une notion stricte, et là on repart sur une notion qui n'a pas en fait finalement de matérialité, si ce n'est la bon vouloir du dépôt du déclaration de la demande de conformité. Et donc, la notion d'achèvement elle est essentielle puisque ça va être le fait générateur des déclarations qui doivent être effectuées sur GMBI, sauf cas de construction supérieure à 5000 m². Alors, il y a eu plusieurs. On a été alerté depuis l'entrée en vigueur en fait de ce nouveau dispositif déclaratif. Avant, on faisait notre déclaration des surfaces assujetties à taxe d'aménagement dans notre demande d'autorisation d'urbanisme. C'était les fameuses feuilles de fin de CERFA de demande qu'il fallait remplir. Aujourd'hui, donc, on était bien en amont et pas par voie dématérialisée. Maintenant, on est en voie a priori dématérialisée. Et une déclaration qui ne se fait pas en même temps que la demande d'autorisation d'urbanisme. C'est un dispositif donc, qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2022, comme l'a rappelé Cathy, et pour autant, on est encore aujourd'hui, en 2025, en train de pas trop savoir quel formulaire remplir. La GMBI, par la voie dématérialisée, ne fonctionne pas tout à fait. Quand on appelle les services des impôts fonciers qui sont maintenant compétents pour nous répondre, on n'appelle plus jamais les directions départementales des territoires qui sont devenues incompétentes. On appelle maintenant les directions départementales des finances publiques et les services d'impôts fonciers. Et eux-mêmes ne savent pas toujours encore nous répondre quand on arrive à les avoir au téléphone. Parce que les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on déclare. GMBI ne fonctionne pas toujours, on va dématérialiser, et quel est le bon formulaire à remplir. Alors, il y a plein de formulaires qui ont circulé. Il y avait des déclarations promoteurs, des déclarations maisons individuelles, des déclarations locaux commerciaux, beaucoup de formulaires qui n'ont aucun sens au niveau du droit de l'urbanisme et de la taxe d'aménagement. Parce que la taxe d'aménagement reste une taxe d'urbanisme. Donc, on renvoie à des notions d'urbanisme. Et en revanche, on avait beaucoup de renvois à des notions de fiscalité locale. Donc, on était un peu perdus. Finalement, il y a deux formulaires qui ont été établis. Un formulaire en matière des formulaires classiques qu'on va devoir remplir après l'achèvement au sens donc, de la fiscalité locale de la taxe et de la taxe foncière, et un autre formulaire pour les acomptes. Donc les acomptes, c'est une déclaration qui doit être faite bien avant l'achèvement, avant le 7e mois qui suit la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Donc vous avez deux formulaires différents. Un formulaire pour les acomptes, si vous êtes soumis aux acomptes, un formulaire que vous déclarez si vous êtes donc après l'achèvement des travaux. Alors, je ne vais pas revenir sur ce formulaire, juste vous dire qu'il fait 14 pages, alors qu'avant, il faisait 3 pages, que les notions d'urbanisme sont complètement étrangères à la façon dont ce formulaire a été établi. Il y a des notions donc d'habitation, de locaux professionnels, de construction annexe, beaucoup de notions qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui n'ont pas vraiment de sens, puisque construction annexe, ça va avoir la même destination que l'immeuble principal. Donc pourquoi distinguer l'annexe du principal? Les parties communes, sauf exception, les parties communes sont taxées, mis à part, il y a des stationnements, mais ça c'est autre chose. Donc on voulait juste attirer l'attention sur vraiment des gros points de vigilance sur la façon de déclarer ce CERFA, je ne vais même pas l'appeler CERFA parce que c'est pas un CERFA, ce formulaire, parce que tout s'entrecoupe. Tout s'entrechoque, donc il y a 14 pages, il faut faire attention de ne pas faire une double déclaration de surface. Ah oui. En fait, ils ont voulu faire tout en un. Ouais. Et comme c'est la DGFiP qui a repris la maîtrise avec GMBI et puis pour la compétence, qui n'est pas complètement formée au taxes d'urbanisme, ils ont plus vu ça sous l'angle de la fiscalité locale. Donc on retrouve toute la décomposition et la nomenclature qui s'applique en matière d'évaluation de taxes foncières, qui ne se recoupe pas toujours avec les notions d'urbain. Et en fait, on fait tout en un. Et d'ailleurs, dans le menu déroulant de GMBI, quand on fait la déclaration, puisqu'on a eu la chance de le faire pour quelques dossiers, avec un temps de retard exceptionnel, puisque les imprimés n'existaient pas, et c'était quand même un gros bazar. En fait, vous avez un menu déroulant, où vous avez en fait s'entremêlent et les notions de taxe d'aménagement et les notions déclaratives pour l'achèvement en matière de taxe foncière. Donc en taxe foncière, je vous rappelle, logement individuel H1, logement collectif H2, 6660 pour les locaux commerciaux, voilà, ça va des magasins jusqu'aux salles de sport, les cliniques, les bureaux, tout ça. Et puis la modèle U pour les locaux dits industriels, qui eux relèvent d'une méthode
qui repose sur un prix de revient de déconstruction. Donc, et en fait, on entrechoque tout. Et même en matière de taxes foncières, on n'est pas encore en mesure de déposer tout dans GMBI. Seules les déclarations des locaux commerciaux sont visées, pas les locaux d'habitation. On n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Donc, ça va se mettre en place, mais c'est un petit peu chaotique. Alors, s'il y a une recommandation, c'est activer GMBI. Regardez un peu ce que vous avez. Vous avez souvent des demandes de déclaration à faire en ligne, notamment indiquer une date prévisionnelle d'achèvement. L'intérêt de ça, c'est que ça va vous générer une alerte. Si c'est reporté, vous pouvez la reporter. D'accord. Pour répondre aux obligations déclaratives, taxes foncières, taxes d'aménagement. L'autre point, c'est que s'il y a un blocage, s'il y a quoi que ce soit, on s'en fiche. Vous prenez les vieux imprimés ou des imprimés qui ne peuvent pas être faits en ligne, en taxes foncières, éventuellement en urbain. Ah ben pareil. Et en fait, vous les remplissez comme autrefois et vous les envoyez dans l'espace sécurisé par votre messagerie. Au moins, on ne pourra pas vous reprocher un défaut déclaratif et ne pas l'avoir fait dans les 90 jours. On sécurise. Ok. Le délai de 90 jours, il y a des sanctions qui sont attachées à ça. Je rappelle que la sanction qui est visée au 1406, qui vous dit, voilà, tout propriétaire d'une construction nouvelle ou d'un bâtiment qui a fait l'objet d'un changement d'affectation doit déclarer dans les 90 jours de la modification, suivant l'achèvement de la modification, pardon. Ça va conditionner le régime d'exonération temporaire de 2 ans en matière de taxes foncières qui s'applique en cas de construction nouvelle ou de changement d'affectation. Je rappelle aussi que l'exonération de 2 ans n'est pas totale. Concernant les logements, elle peut être totale, mais elle ne vise jamais la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et 2, la commune peut délibérer pour renoncer à l'application de cette exonération, et nombre d'entre elles ont délibéré pour que cette exonération ne soit pas totale. Il y a des pourcentages, elles peuvent passer un curseur. Concernant les locaux autres que l'habitation, l'exonération n'est jamais totale au titre des 2 premières années d'imposition. Il y a une grosse confusion. Elle ne portait que sur la part départementale de la taxe foncière qui n'existe plus maintenant. Et elle a été régénérée par un forfait de 40% de la part communale qui est censée représenter l'ancienne part départementale, puisque les taux ont été regroupés. Donc, habitation, oui, le principe c'est exo pendant 2 ans, pas de la TOM, de l'ATF, mais attention, la collectivité a renoncé ou aménagé cette exonération qui ne sera pas totale. Quand on n'est pas en habitation, c'est un forfait de 40% sur le taux communal au titre des 2 premières années. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une exo totale pendant 2 ans. Et non, pas pour tout. Le logement, sous réserve des délibes. Voilà. Très bien. Juste une petite précision par rapport à GMBI. En fait, GMBI, c'est une plateforme, donc c'est un portail internet. Sur le site internet, impôt.gouv des contribuables. Il y a un délai maximum pour vérifier et valider des informations qui, la plupart d'entre elles, sont préenregistrées par l'administration. C'est-à-dire qu'entre le moment où on va déposer les formulaires, parce qu'il y a plusieurs événements qui vont faire que l'administration va elle-même renseigner GMBI. Alors, elle renseigne GMBI, c'est pré-renseigné quand elle a l'information, mais sur la partie, par exemple, identité de l'occupant du local, puisque ce dernier a son foyer fiscal, il a déposé ses déclarations, payé une taxe d'habitation autrefois. Donc ça, c'est pré-renseigné. Sur la dimension du local, l'affectation du local. Là, c'est à nous de tout faire. Le formulaire, il est vierge. Là, sur la partie déclaration urbain, déclaration préalable ou permis, tu pars d'une feuille vierge. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut à la fois déposer le formulaire, ça oui, on va le faire, mais en plus aller sur le portail GMBI pour mettre à jour l'information sur GMBI? En principe, c'est ça qu'il faut faire, et on ne double ou on ne fait la formule papier qu'on envoie dans l'espace sécurisé que si on n'a pas réussi à faire le menu déroulant. Mais GMBI identifiera avec un cône chantier sur l'immeuble s'il y a eu une demande de permis de construire ou un permis de construire qui a été livré. En fait, il y a des symboles. Habitation, c'est une petite maison. Un site industriel, c'est une usine. Vous savez que le toit en dents de scie. Le bureau, c'est un petit immeuble. Bon. Et il y a des symboles. Quand on a des demandes en cours qui ont été déposées ou qui ont été déposées, vous avez un petit symbole. C'est le cône du chantier, le petit cône orange là, de protection des chantiers. Et là, souvent, vous avez une étiquette rouge avec en attente de déclaration. Et là, il faut rentrer dans le menu déroulant et essayer de renseigner au mieux. Oui, mais ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est que notre profil existe déjà. Il faut peut-être rappeler à nos amis que si par exemple on monte une société civile de construction-vente, une SCCV ou une SNC de programme pour un programme, elle n'a pas par défaut, du fait de sa simple création, son profil sur GMBI. Il faut le créer. Et ça fait prendre du temps. Elle va être quand même enrôlée, elle aura un portail impôt.gouv, donc il va falloir activer.
Et quand on a activé cet espace dédié à la société projet, il faut effectivement aller en bas. Alors bon, moi je le sais quand je vois l'écran, vous activez l'option gérer mes biens immobiliers. Ça peut prendre 15 jours parce qu'il y a un code qui vous est envoyé pour l'activer. Qui est envoyé par courrier. Par courrier, mais c'est vrai qu'on a réussi à l'avoir pour certains contribuables en live, en passant un coup de fil. Et on nous l'a donné quasiment tout de suite parce qu'il y avait un délai qui pressait. Mais bon, voilà, effectivement, dans les obligations, dans la création de l'identifiant et du portail impôts.gouv, pour des sociétés de construction-vente, activez immédiatement gérer mes biens, puisque vous allez en avoir besoin. Très bien. Quoi qu'il arrive. Je vous propose de passer aux questions. Ouais. On a fait le tour, on a bien défriché le sujet. On me dit qu'il y a beaucoup de questions concernant les donations et les LI, donc on va peut-être passer directement sur les sujets donations. Donc là, j'ai une première question. La donation s'applique-t-elle pour une acquisition en personne morale? Alors aujourd'hui, le texte, alors évidemment, je ne vais pas répondre par oui ou par non de façon tranchée parce qu'on peut espérer des positions de l'administration assez larges, mais aujourd'hui le texte évoque une acquisition, donc je dois financer l'acquisition d'un bien neuf acquis, ou acquis en VFA, et ça porte bien sur le contribuable qui bénéficie de la donation. Donc, le donataire, c'est une personne physique dans notre affaire. Donc, a priori, au regard d'une lecture prudente du texte, je considérerais que ça ne pourrait pas être, la réponse ne pourrait pas être favorable de manière aussi par ailleurs, si on doit s'inspirer du dispositif dont on a parlé tout à l'heure, sur celui qui existait en 1993-94, le bulletin officiel des impôts de l'époque excluait expressément, dans sa lecture du texte, les acquisitions via une SCI, par exemple, ou une société. C'est vrai que le texte était rédigé d'une manière assez proche de celui d'aujourd'hui, donc voilà. Mais tout est possible, mais en tout cas, voilà. Attendons. On va être prudent aujourd'hui. Soyons prudents. Attendons la position de l'administration. C'est pour ça qu'on parlait d'un potentiel cumul avec le dispositif bloc avantage, bloc mais pas avantage, forcément avec LLI, parce que si on ne peut pas acquérir via une personne morale, ça nous empêchera de cumuler ce nouveau dispositif d'exonération et le dispositif LLI. LLI, oui, tout à fait. Des questions sur la destination toujours du logement pour l'acquisition. Est-ce que c'est possible également pour l'acquisition d'un logement neuf en résidence avec service? Alors, il faut que ce soit la résidence principale. Alors, soit du donataire lui-même, soit du locataire lorsqu'il donne en location. Il n'est pas précisé que ça doit être forcément une location nue, une location meublée, peu importe. Mais voilà, l'objectif, c'est que ça doit être donné en location à titre de résidence principale. Ok. Donc, ce qu'on pourrait attendre de l'administration, je pense, là-dessus, c'est une confirmation, notamment lorsque le locataire initial n'est pas forcément le résident à titre de résidence principale, mais une société d'exploitation, l'exploitant de la résidence, prend par exemple une résidence EHPAD, l'exploitant de la résidence prend en location directement auprès de l'investisseur, qui lui-même est donataire, il fait son investissement, mais dans un second temps, l'exploitant locataire va bel et bien donner en location, ou en sous-location, à un résident dont il s'agira de la résidence principale. On a, si vous voulez, cette tolérance indirecte, on l'a déjà obtenue sur d'autres dispositifs. D'accord, donc, voilà, par cohérence, j'ose espérer que l'administration adoptera la même posture. Il y avait une location meublée, est-elle possible, vous l'avez dit. Pour un investissement en PLS ou pour un logement en VIR? Alors, on évoque les logements acquis neufs, donc c'est-à-dire qui n'ont pas déjà été utilisés à quelque titre que ce soit. Donc là, pour le coup, je dirais non. Ensuite, on évoque les ventes en état futur d'achèvement. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer juridiquement qu'une VIR soit une VFA, même s'il y a des conséquences qui peuvent être identiques. Donc voilà, là, a priori, je serais plutôt tendance négative. Négative, d'accord. Ensuite, cette mesure s'applique-t-elle pour les ventes à venir ou les ventes en cours? Paiement d'un appel de vous. Il y a aujourd'hui, la mesure, vous l'avez compris, c'est créer un choc d'offres, un choc voilà. Donc, il faut que ce soit sur une période bien restreinte. 15 février 2025, 31 décembre 2026. Il ne s'agit pas de faire rentrer dans le dispositif des opérations qui étaient déjà en cours préalablement. Et par ailleurs, il y a un délai, particulier d'investissement. Je ne sais plus si je l'avais
je l'avais en tête, mais on a quelques mois pour effectuer, je crois que c'est 6 mois, 6 mois pour effectuer l'investissement. Donc voilà, il y a quand même un timing important, mais c'est lié au fait, c'est l'esprit de la loi. On va regarder l'exposé des motifs, et l'idée c'est bien de créer un dispositif provisoire qui doit avoir un impact immédiat. Oui. Quel est le point de départ du délai de 6 mois? Ça va être la donation. La donation des sommes, des sommes reçues. Donc l'acte. Alors on fera ça chez le notaire, parce que c'est ce qui est plus prudent. Notamment pour avoir une date certaine. Et on fera partir le délai de 6 mois. À partir de ce moment-là. Et puis peut-il y avoir plusieurs locataires sur la période de 5 ans? Oui. Alors sachant que si jamais la location s'interrompt au cours pendant le délai, évidemment, il faut faire le nécessaire pour trouver un nouveau locataire. Maintenant, si jamais la location s'arrête, je ne trouve pas de nouveau locataire, ça peut être problématique. Il n'y a pas de tolérance formellement indiquée. D'accord. Mais je le rappelle, le locataire peut être un membre de sa famille, pas du même foyer fiscal. Ah oui. Voilà. Donc il faut toujours avoir des solutions. Toujours avoir des solutions. Mais en résidence principale. En résidence principale. Oui. Ok. On me disait qu'il y avait beaucoup de questions sur les LLI. Il y a la hausse des NT aussi, c'est un autre sujet. Les 5% en plus. Concerne-t-elle le neuf ou pas? Moi, je dirais non, mais normalement, non. Par définition, le logement neuf n'est pas concerné. Là, on reste sur des biens qui ont plus de 5 ans. Et encore, c'est une disposition qui appartiendra à la collectivité locale. Alors, je crois me rappeler qu'il y avait eu un dispositif qui prévoyait une baisse des droits de mutation. Et au final, il ne restait plus qu'une mairie ou 2 en France qui étaient restées sur un taux enfin, tout le monde avait augmenté, tout le monde s'était mis au taquet. Voilà, donc le point c'est qu'aujourd'hui, alors il faut une délibération. Donc pour les ventes qui se dérouleraient aujourd'hui, je pense que ça peut être un accélérateur aussi, de ne pas attendre que la délibération de la collectivité vienne augmenter les droits de mutation. Mais on peut augurer que, à terme, la plupart des collectivités se mettent au plafond. On va passer sur le LLI, puisqu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup de questions. Question intéressante, les maisons sont-elles éligibles? On a dit que Pinel, il n'y avait pas de souci, mais sur le LLI, est-ce que les maisons sont éligibles? La notion de logement... J'ai pas eu la question. Le texte l'exclut pas expressément. Alors on s'imagine bien que pour le résidence-service, ce ne sera pas une maison individuelle. Mais le reste... Oui, je suis pas certain que la notion de logement collectif apparaisse dans le texte. Le logement collectif, il n'y a pas. On parle de construction nouvelle, pas de logement collectif. Et par ailleurs, je vois pas de contradiction mais, par rapport aux autres conditions, quoi. D'accord. Question importante aussi, comment connaître le quota de LLS de la commune? Et comment faire si la commune ne répond pas? Parce que généralement, elle ne répond pas, en fait. Bon, alors, je veux pas, surtout que pour l'instant il n'y a pas d'ours, j'allais dire je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce genre de questions, on les a fait remonter aussi à la DHUP. On n'a pas de réponse, on les relance. On a évoqué, ou eux-mêmes, la DHUP a évoqué éventuellement la tenue d'un webinaire sur toutes les questions LLI en résidence gérée, etc. Donc on a, en l'absence de réponse là, sur ces sujets-là, parce qu'effectivement on tourne autour du sujet, on pourra vous répondre prochainement. Mais il y a un organisme qui contrôle sur ce top 25, donc c'est bien recensé quelque part. C'est recensé ne serait-ce que pour les constats de carence. Voilà, préfecture, direction départementale des impôts, puisque sinon, il y a un endroit où c'est recensé, qui n'est peut-être pas accessible au public, mais il doit bien avoir un endroit. Oui, mais on n'aura pas la réponse. Non, je sais. Donc le LLI est possible pour une SCI assujettie à l'IS et à l'IR, on a répondu, c'est donc oui. Faut-il un prêt spécifique pour ce type d'acquisition? Oui, non. LLI. Non. Ouais. Ça veut dire quoi, prêt spécifique? J'imagine que ça fait référence à des... Oui, c'est ça. Pré-aidés ou des choses en logement social, quoi. Ouais. Ah non, oui. Le LLI, c'est le logement intermédiaire. C'est l'intermédiaire, c'est pas du social, quoi. C'est le profil de l'occupant qui est visé, en fait. Ni agrément, ni... voilà. C'est le futur profil de l'occupant. C'est l'occupant qui détermine la plan de loyer de ressources, mais celui qui investit, il n'y a pas de sujet, effectivement.
C'est quoi? C'est juste un bout de question. Je suppose que le LLI est-il non. Attention. Le LLI est-il possible si le dépôt de PC... Alors attendez. LLI possible si le dépôt de PC au 29/04/2024 pour une résidence-service dans une ville récemment devenue éligible au LLI. Oui, donc on est sur le sujet que j'évoquais. Ouais. C'est-à-dire que en droit strict, on examine par rapport au zonage à la date du dépôt de PC. Donc les villes nouvellement devenues B1 en octobre 2023, c'est le PC déposé après octobre 2023. Les villes nouvellement devenues B1 en juillet 2024, c'est le PC déposé après juillet 2024. Et après, il y a la loi de finances pour 2024 qui a dit que on l'admettait aussi pour les PC déposés avant octobre 2023. Mais donc vous regardez bien que mon PC a été déposé avant octobre 2023, je suis couvert par la loi de finances 2024. Mon PC a été déposé après le juillet 2024, je suis couvert par le nouvel arrêté. Mais s'il a été déposé entre les deux et qui était nouvellement devenu éligible, eh ben je sais pas trop où je me trouve, quoi. À mon avis, je suis nulle part. Mais après, on peut pas exclure qu'il y aurait des mesures qui seraient prises pour rectifier. Mais pour rectifier le trou dans la raquette. Mais là, en droit strict, j'ai bien l'impression qu'il y a un trou. Ouais. Donc je vois la même réponse. Des logements neufs dans une résidence achevée depuis le 30 juin 2023 sont-ils éligibles au LLI? Et ça dépend de la zone, en fait. Ça dépend de la zone, ça dépend. Il faut vraiment examiner. Des dépôts de PC, de ceci, de cela. Et voilà, le dispositif, encore une fois, il a beaucoup grossi, même depuis 2021. Donc, sachant qu'on a plutôt tendance à voir les zones s'élargir aux droites. Il n'y a pas trop de cas de villes qui sont sortis. Je pense pas qu'il y ait des. Je sais plus. Mais je crois pas. Au moins pour la première vague, t'amusais à regarder s'il y avait des déclassements et autres, et il n'y en avait pas. La question de l'agrément, effectivement, sur le LLI, est-ce que ça concerne aussi les LLI, le LLI en SCI? Est-ce qu'il y a besoin d'un agrément? Non, il n'y a plus d'agrément, il y a eu. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu, il n'y a plus. Le BOFIP le dit toujours parce que le BOFIP date de 2020. Oui, d'accord. Il n'a pas été mis à jour. Donc voilà. Mais sans ça, non. Avec précisément l'élargissement de toutes les conditions qui permettent de bénéficier du coup, ça nécessite plus d'agrément, quoi. En pratique, comment une SCI bénéficie de la créance d'impôt? Non, ça c'est pour toi, ça. Oui, c'est ce qu'on disait. Une SCI qui n'est pas soumise à l'IS, elle peut se voir rembourser cette créance d'impôt directement. Donc c'est comme si elle payait sa taxe foncière, mais qu'elle se la faisait rembourser au titre de l'année au cours de laquelle elle a été recouvrée. Il n'y a pas de... Comment dire? Ça se fait automatiquement. Oui. Alors la demande, on parle d'un remboursement immédiat. C'est le terme qui est utilisé. Oui. Donc après, le point, c'est que le délai entre le moment où vous déposez votre demande et le moment où vous êtes effectivement remboursé, il peut s'écouler un certain temps. Ça peut arriver. Ce serait étonnant qu'on dépasse 6 mois. D'accord. Ouais. Parce que quand on dépasse 6 mois, l'administration fiscale, elle doit vous verser des intérêts. Le LMNP, on change de sujet. L'amortissement est-il intégré dans le calcul de la plus-value si le propriétaire remet le logement en location classique nue? Alors, dans cette hypothèse-là, on est dans ce qu'on appelle la migration de biens. C'est-à-dire qu'on a un bien qui est affecté dans une activité X et qu'on va ensuite affecter à une seconde activité. Lorsqu'on est en loueur meublé non professionnel, c'est non professionnel la question. Ben oui, le LMNP. Lorsqu'on est en loueur meublé non professionnel, on considère toujours que le bien reste dans le patrimoine privé. Lorsqu'on met en location nue, sans prestation de service, le bien reste toujours dans le patrimoine privé. D'accord. Ouais, donc, au moment du changement d'affectation, dans ce cas-là, il n'y a pas de plus-value à payer. En tout cas, il n'y a pas à déclarer. En revanche, le jour où vous vendez le bien, donc en termes d'un délai, si c'est pas 22 ans ou 30 ans, vous êtes exonéré, vous ne posez pas de questions. Ouais, avant 22 ans. Si c'est avant 22 ans, eh bien dans ce cas-là, normalement, chez le notaire, lorsque vous allez déterminer votre plus-value, qui n'a qu'un seul régime, plus-value immobilière des particuliers, puisque le bien est resté dans le patrimoine privé, eh bien normalement, vous devez augmenter votre plus-value brute imposable de tous les amortissements qui ont été passés pendant la période. Ouais, bien sûr. On va pas... on n'a pas un droit à l'oubli, parce que un an avant de vendre, on s'est dit, tiens, je vais faire de... Voilà. Ils ont été judicieux, comme si ça... Même ceux qui sont périmés et qui n'ont pas été utilisés. Ouais.
les déficits de l'MNP. Alors, Au bout de 10 ans, ils sont perdus. oui, c'est-à-dire qu'en fait, le point, c'est qu'il y a en matière de comptabilité et de fiscalité, il y a ce qu'on appelle l'amortissement minimum. Lorsque une entreprise n'est pas allée jusqu'au maximum des amortissements qu'elle était en droit de déduire, l'administration fiscale peut le lui reprocher. Ah oui. Oui, alors elle peut le reprocher quand? Pas l'année où j'ai oublié de déduire. Non, c'est l'année où je vends, en disant Ah, ben, votre valeur nette comptable du bien théorique Oui, elle est trop élevée. devrait être celle-ci. Voilà. Ça, c'est un dispositif, mais qui est propre à l'article 39A du Code général des impôts sur les déclarations BIC. Lorsqu'on met en loueur meublé une activité patrimoniale, donc non professionnelle, en principe, j'ai pas cette règle d'amortissement minimum linéaire. Ok. Enfin, j'ai pas eu le cas, Ouais. mais si je devais demain défendre un contribuable, c'est bien la position C'est que la je position. prendrais, et Ouais. il peut nous faire confiance, pas jusqu'au bout. Offre de service. Là, c'est plus une observation qu'une question sur l'exo de la taxe sur les bureaux. Le texte vise un engagement de transformation en logement, mais aussi de transformation de locaux en locaux à usage d'habitation. Ce n'est pas la même chose. C'est toute l'ambiguïté, notamment en matière d'urbanisme, qu'a évoqué Céline, sur ce qui est habitation, donc c'est logement et hébergement. En matière... Moi, le texte, c'est vraiment sur la taxe d'aménagement, c'est le terme, c'est habitation. Habitation. Ouais, c'est habitation, donc ça veut dire logement et hébergement. Ouais. Oui, oui, exact. Ouais. En matière de fiscalité locale, le logement, normalement, enfin, le local à usage d'habitation, c'est tout ce qui relève du H1 ou du H2. Maison individuelle, maison ou appartement collectif. Quand on est dans de l'hébergement, c'est tout le problème. Puisque moi, j'ai plusieurs typologies d'hébergement. Est-ce que, en fait, c'est bien un local à usage de logement que je confie, par exemple, dans une résidence étudiante? Est-ce que je dois faire une modèle H2 pour appartement par rapport à tous les investisseurs qui ont acheté un appartement? Est-ce que, mais là, encore faut-il que ce soit une résidence principale, donc c'est une contractualisation avec l'occupant qui soit d'une longue durée. Et quand je commence à descendre dans de la para-hôtellerie avec des services et que je fais de la location à la nuit ou à la semaine, comprenez bien que là, on bascule dans de l'hôtellerie. Oui. Et donc là, on n'est plus dans de l'habitation, Ouais. on est comme dans un hôtel. Et donc là, on bascule dans les locaux commerciaux, dans les catégories Hot 4 à Hot 1 à Hot 4. Et donc, on n'est pas du tout dans les mêmes évaluations. Donc, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention aux modalités d'exploitation des résidences, parce que c'est là-dessus que ça se passe, que ce soit résidences étudiantes, les résidences que j'appelle des juniors, les résidences seniors. Oui. Ah. C'est la même chose. Mais comme ça fleurit, parce qu'on en a besoin, faut quand même faire attention. Et de toute façon, on ne pourra pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du crémier. À un moment, on ne pourra pas non plus empêcher les exploitants de résidents ou les propriétaires de rentabiliser l'investissement en faisant, par exemple, résidence étudiante, un bail de 9 mois. Bon, j'ai un écoute au 1er janvier. N'oubliez pas aussi qu'en fiscalité locale, le principe de l'annualité, c'est la situation 1er janvier qui compte Exact, ouais. pour toute l'année. Et puis, par exemple, juillet-août, les résidences sont vides. Et faire peut-être de la location touristique à la semaine ou autre, ça c'est en pleine réflexion. Le problème, c'est que là, on change complètement de modèle économique. Oui. Mais à un moment, on ne va pas non plus garder des immeubles vides. Donc, est-ce qu'il y aura une tolérance avec un ratio, une période, au-delà de laquelle c'est toléré? Après, il faudra s'ajuster, mais ça va donner lieu à beaucoup de contrôle, de redressement, et il va falloir clarifier tout ça, parce qu'on ne peut pas non plus lutter. Il y a eu l'époque des JO à Paris, on n'a pas laissé des hébergements vides, en tout cas quand on a pu trouver preneur, les propriétaires l'ont fait. Alors là, je suis sur des institutionnels avec des résidences, je ne suis pas sur les locations ponctuelles des particuliers, Airbnb ou autres. Effectivement, là, il va y avoir un vrai sujet, parce qu'on change de modèle économique. Et donc d'affectation, et donc de déclaration, et donc de base des taxes foncières, et de CFE aussi, pour l'exploitant. Ok. Peut-être une dernière question, puisqu'on là, on a un peu dépassé les délais, mais on a commencé un peu en retard aussi. Toujours sur le LLI, peut-on céder la personne morale, donc la SCI, avant l'échéance de 20 ans? Et y a-t-il un recalcul de la TVA dans ce cas? C'est la SCI, C'est la c'est la SCI qui a bénéficié. Ouais. Vous êtes un cran au-dessus, donc Ouais. c'est pas dans le on n'est plus dans le dispositif là. Ok, c'est clair. Ouais. La SCI doit-elle déjà être créée pour signer la réservation? Hein? Non, ça peut être... Non Ah oui. Ah, la la réservation. pose de substitution. Oui. Il peut... Ah oui. C'est envisagé.
Moi j'aurais dit oui, mais effectivement, comme c'est la réservation, c'est pas... C'est la réservation, Ouais. hein, on n'est même pas sur la promesse. Ok. Qui est responsable de remplir cette obligation? Mais quelle obligation? Si on peut préciser. Par défaut, Ah, les on va parler- déclarations fiscales. Bah, Ouais. Mais laquelle des déclarations fiscales? Laquelle? Si laquelle on peut déclaration? répondre le contribuable concerné. Ouais. Alors, Ouais. en urbain, c'est le titulaire Ouais. de l'autorisation. Oui, En Le impôts propriétaire. locaux, c'est le propriétaire. d'accord. Mhm. En impôt sur les sociétés, ça va être la société Le contribuable. ou le gérant de la société, Ouais. son statut. Ok. Bon, on a encore beaucoup de questions, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Une petite dernière. Ouais, pouvez-vous. Alors, je peux rebondir sur la question. Pouvez-vous transmettre les formulaires de déclaration ou leurs références? Je réponds de façon globale plusieurs informations. Un, on va toutes les questions pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse parce qu'on est limité par le temps, on va donner des réponses, il va y avoir des éléments. Deuxième élément de la réponse, je vous rappelle aussi que sur le site de la FPI, vous avez un certain nombre de circulaires ou de fiches pratiques rédigées par l'équipe de Bérangère. Donc je ne peux que vous inciter à aller les lire parce qu'elles sont vraiment d'une extrême qualité, elles sont vraiment excellentes. Donc n'hésitez pas à aller sur le site ou chercher fiches pratiques et vous trouverez une foultitude d'informations. Voilà ce que je voulais dire. Et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci infiniment pour mesdames et messieurs, pour toute la précision que vous avez donnée. Je veux vous dire aussi que, entre d'autres remerciements, vous dire aussi qu'on va mettre en place aussi des formations sur le LLI. Donc, lisez attentivement le FPI Info de tous les vendredis. Vous avez à la fin de cette newsletter la liste de toutes les formations. Et on a effectivement une formation sur le LLI qui fonctionne éminemment bien, puisqu'on a déjà la 3e séance. Donc il y a beaucoup de gens très intéressés. La prochaine, je crois, c'est le 6 juin. Et puis, merci aussi à Bérangère qui était derrière l'écran et qui a retranscrit un petit peu toutes les questions des uns et des autres. Et comme je vous le disais, les questions pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse, faute de temps, on le fera par la suite aussi dans le cadre du service après-vente de ce rendez-vous live FPI. Merci encore une fois, merci beaucoup. Merci. Et à l'année prochaine.